Sur les images du journal du soir, une femme se tient sur le bas-côté d'une route de campagne. Derrière elle, un ruban de police, un lac, les faibles lueurs des gyrophares et des gens avec des lampes de poche. La caméra tremble légèrement à cause du vent. Lauren MacDonald tient une photo de son mari, Brian, et s'efforce de parler calmement, mais ses lèvres tremblent. Elle raconte qu'il est parti à la pêche tôt le matin, comme tous les week-ends. Il avait dit qu'il rentrerait pour le déjeuner. Il n'est pas rentré. Son téléphone ne répond pas. Plus tard, on a retrouvé sa barque sur la rive. Ses affaires étaient à l'intérieur, à leur place. Le matériel de pêche, une chaise pliante, un thermos de café. Seul Brian était introuvable. Les journalistes montrent le lac sous différents angles. Le paysage semble familier. L'eau, les roseaux, un ponton en bois, la cabane penchée du gardien. Mais l'atmosphère est différente. La caméra capte le reflet des projecteurs sur l'eau, créant une impression d'immobilité totale. Sur la rive, des policiers s'affairent. Quelques hommes en gilet de volontaires avancent en ligne, regardant attentivement leurs pieds. Dans une autre scène, un drone survole lentement le lac. Aucune trace, aucun indice de la présence d'un homme. Le lendemain, des affiches avec la photo de Brian sont placardées dans toute la ville. La photo est banale. Il est assis à une table dans le jardin, une tasse à la main, un léger sourire aux lèvres. La légende est simple. Disparu, Brian MacDonald. Toute information est importante. Des gens des quartiers voisins viennent aider aux recherches. Près du quartier général de Fortune, des cartons d'eau, des thermos, des talkie-walkie. Les actualités diffusent de brèves interventions. Un volontaire raconte comment il parcourt la lisière de la forêt, du matin au soir, mais sans rien trouver pour l'instant. Lauren apparaît de nouveau à l'antenne. Cette fois, elle a l'air épuisée. Ses cheveux sont attachés, sa voix est légèrement rauque. Elle remercie tous ceux qui l'aident et dit qu'elle cherchera jusqu'à ce qu'elle le trouve. Un journaliste lui demande comment se sent la famille. Elle répond qu'elle essaie de tenir, mais à un moment, elle se tait brusquement et détourne la tête. La caméra capture cet instant, s'attardant sur son visage un peu plus longtemps que nécessaire. L'inspecteur Edward Nesh voit ce reportage le soir, assis dans son bureau. Il lui semble que quelque chose cloche dans le comportement de Lauren. Elle pleure, mais de manière trop maîtrisée. Elle dit les mots qu'il faut, mais comme si elle suivait un scénario. Et puis, il y a ce détail. Elle ne porte pas d'alliance à la main. Plus précisément, il y a la marque d'une bague, une bande de peau pâle sur son annulaire. L'inspecteur le note dans son carnet. Un détail, mais étrange. Les gens n'enlèvent pas leur alliance dans de tels moments. Surtout quand ils sont certains d'attendre encore le retour de leur conjoint. Le lendemain matin, il se rend au lac. Le périmètre est bouclé, des plongeurs sont à l'œuvre. Sur la rive, des traces de bottes humides, des tas d'objets rassemblés. Tout est ordonné, sans aucun signe de panique. La barque est intacte, le matériel de pêche n'a pas été touché. Aucune trace de lutte, aucune empreinte d'autres personnes. Tout semble figé, comme une scène de théâtre. Nesh s'entretient avec l'officier de service sur les lieux. Celui-ci raconte que Lauren était calme, sans crise d'hystérie, qu'elle ne les a pas dérangés et a répondu brièvement aux questions. Quand on lui a demandé de leur montrer la maison, elle a dit qu'elle était prête à y aller sur le champ. C'est étrange aussi, la plupart des gens, dans une telle situation, ne pensent pas aux formalités. Le soir, en visionnant de nouveau les enregistrements de l'interview, Nesh remarque que Lauren ne regarde presque jamais la caméra. Elle regarde souvent sur le côté, comme si elle craignait de croiser le regard de quelqu'un derrière l'objectif. L'inspecteur comprend que cette histoire n'est pas celle d'un homme qui a disparu. Il y a autre chose, quelque chose que Lauren essaie de cacher.
C'est ainsi qu'une simple affaire de pêcheurs disparus se transforme en le début d'une enquête qui changera la perception de toute une ville sur ce que sont la famille, l'amour et la confiance. Avant la disparition de Brian, la famille MacDonald semblait être l'exemple d'une vie ordinaire, tranquille mais stable. Ils vivaient à la périphérie d'une petite ville américaine, dans une maison à la façade délavée par le soleil et aux buissons bien taillés près du porche. La boîte aux lettres blanches portant le nom MacDonald se tenait au bord de la route, comme celle de centaines d'autres voisins. De l'extérieur, tout paraissait impeccable. Une cour soignée, une voiture propre, des rideaux à chaque fenêtre. À première vue, une vie faite de routine et de prévisibilité. Brian était directeur des ventes chez le concessionnaire automobile local. Ses collègues le respectaient, bien que certains aient noté qu'il pouvait être colérique. Il était souvent en retard, arrivait parfois avec la gueule de bois, mais il connaissait son métier. Il pouvait vendre n'importe quelle voiture simplement en regardant l'acheteur dans les yeux et en parlant d'avec une telle assurance qu'on aurait dit qu'il croyait lui-même à chaque mot. Il avait la réputation d'un homme qui aimait le risque, mais qui ne savait pas toujours s'arrêter à temps. Après le travail, il passait souvent au bar Harper's Corners, un établissement local fréquenté par presque tous les habitants du quartier. Là, il pouvait rester assis seul, buvant lentement, bière sur bière. On disait que ces derniers mois, il était devenu nerveux, irritable, comme si quelque chose le rongeait de l'intérieur. Lorraine, au contraire, donnait l'impression d'être une femme calme et équilibrée. Infirmière, garde de nuit, manque de sommeil chronique. Elle apparaissait rarement dans la rue pendant la journée. On la voyait plus souvent en uniforme, se dépêchant d'aller au travail ou rentrant chez elle à l'aube. Une voisine, Madame Holloway, se souvenait que Lorraine ne souriait presque jamais, mais disait toujours bonjour. Parfois, elle sortait sur le porche avec une tasse de café et restait assise longtemps, le regard perdu dans le vide. En apparence, tout allait bien, mais il y avait dans son regard une lassitude, comme celle de quelqu'un qui vit par inertie, n'attendant plus rien de nouveau de la vie. Les voisins les considéraient comme un couple discret, pas de disputes bruyantes, pas de scènes. Ils étaient polis, mais restaient à l'écart. Ils n'allaient pas aux fêtes, recevaient rarement des invités. Dans leur maison régnait presque toujours le silence, à l'exception du son de la télévision et de rares disputes que l'on pouvait entendre à travers les murs fins les soirs particulièrement tendus. Plusieurs fois, un voisin avait entendu la porte d'entrée claquer, brusquement, avec force, puis le silence. Mais cela ne surprenait personne. Tout le monde savait que les familles traversent des difficultés au fil des ans. Plus tard, au cours de l'enquête, la police décrira la maison des MacDonald comme propre mais sans vie. Dans la cuisine, tout brillait, mais le réfrigérateur était presque vide. Dans la chambre, un lit soigneusement fait, divisé par une frontière invisible. Le côté gauche vivait sa propre vie, le droit la sienne. Près du lit de Brian, il y avait des magazines de pêche, quelques canettes de bière vides et un vieux réveil qui ne fonctionnait plus depuis 1 an. Du côté de Laurent, des livres sur les soins aux patients, un carnet de notes et une petite photo glissée dans la couverture. Une photo d'elle et de Brian prise des années auparavant lors d'un pique-nique. Sur la photo, il rit, le soleil leur frappant les yeux. Mais ces sourires appartenaient à une autre vie. Les collègues de Laurent se souvenaient qu'elle avait changé ces derniers mois. Elle prenait plus soin d'elle, se parfumait plus souvent, arrivait au travail un peu plus tôt que d'habitude. Parfois, elle partait plus tard, expliquant qu'elle devait finir un rapport ou remplacer un collègue. On découvrira plus tard que cela coïncidait avec les gardes de nuit d'un ambulancier nommé Neil Carson. À l'époque, personne n'avait fait le lien. Mais après la disparition de Brian, ces détails commencèrent à former une chaîne. À ce moment-là, la relation entre les époux ne tenait plus que par l'habitude. Ils vivaient côte à côte,
mais avaient depuis longtemps cessé de partager une même vie. Laurent ne parlait plus de son travail à son mari. Brian ne posait plus de questions. Parfois, elle préparait le dîner, mais mangeait seule. Il rentrait plus tard, ouvrait une bière, s'asseyait devant la télévision et pouvait y rester jusqu'à minuit. Ils ne se disputaient pas ouvertement, mais le froid dans la maison était palpable. Les voisins, s'ils se doutaient de quelque chose, n'intervenaient pas. Personne ne s'attendait à ce que derrière ce silence se cache non seulement de la lassitude, mais quelque chose de bien plus grave. De l'extérieur, une image parfaite, une maison, une voiture, un travail stable. À l'intérieur, deux personnes vivant des vies parallèles. Et quand Brian a disparu, Laura n'a su que sa vie pouvait enfin changer. Seulement, cette fois, les changements ne se sont pas déroulés comme elle l'avait prévu. C'est ici, dans cette maison silencieuse, que commence ce qui deviendra plus tard l'affaire qui allait secouer tout le comté. Le lundi matin commence par des appels inquiets. Au concessionnaire où travaillait Brian, son absence est remarquée 1 heure après l'ouverture. Ce n'est pas dans ses habitudes. En 10 ans de service, il n'avait jamais manqué une journée sans prévenir. Son supérieur pense qu'il est peut-être malade. On appelle d'abord sur son portable, puis à la maison. Le téléphone ne répond pas. Dans le combiné, seulement des sonneries et le bref signal du répondeur. Vers midi, un collègue de son mari se présente chez Lorraine. Elle ouvre la porte en peignoir, les yeux gonflés. Elle parle doucement, comme si elle s'était déjà préparée à cette conversation. Il est parti à la pêche et n'est pas revenu. On a retrouvé sa barque sur la rive. Sa voix tremble, mais il y a dans son comportement un calme étrange, comme si tout cela s'était déjà produit dans sa tête auparavant. L'homme propose son aide, demande si elle a appelé la police. Elle répond qu'elle allait le faire. Le jour même, Laurent dépose une déclaration de disparition de son mari. L'officier de service enregistre la déclaration sans poser de questions superflues. La situation est standard. Un homme adulte disparu lors d'une activité de loisir en pleine nature. Dans de tels cas, les premières 24 heures sont considérées comme décisives. Mais pour l'instant, personne n'envisage le pire. Les recherches commencent. On fait appel à des volontaires, des plongeurs, des maîtres-chiens. La zone autour du lac est ratissée par quadrillage. Chaque jour apporte des rapports, mais pas de résultats. Sur la rive, un poste de commandement temporaire est installé. Une tente, des tables en plastique, des radios. Le soir, les volontaires, les officiers et les proches s'y rassemblent. Au mur est accrochée une carte avec les zones de recherche marquées. Les gens la regardent d'un air las, comprenant que le cercle se resserre sans qu'aucune nouvelle piste n'apparaisse. Le temps change. Tantôt la pluie, tantôt un épais brouillard sur l'eau. Après plusieurs jours de recherche, il devient clair que Brian s'est comme volatilisé. Les journalistes s'en mêlent le 3e jour. Les informations montrent des images du lac, des interviews avec des policiers et de brèves déclarations de Lorraine. Elle apparaît devant les caméras, sobre, soigneusement vêtue, une photo de son mari à la main. Les reporters posent toujours les mêmes questions. Quand l'avez-vous vu pour la dernière fois ? Avait-il des ennemis? Y avait-il des problèmes dans la famille? Lorraine répond calmement, mais répète la même chose. Il est juste allé à la pêche. Il aimait cet endroit. Il aurait dû rentrer. Chaque jour qui passe, l'espoir s'amenuise. Le 7e jour, les recherches se poursuivent officiellement, mais au sein du commissariat, on prépare déjà une nouvelle qualification pour l'affaire. Quand une personne disparaît sans laisser de traces, sans activité financière, sans appel, cela cesse d'être une simple disparition. On commence à envisager l'hypothèse d'un acte criminel. L'inspecteur Edouard Nesch, qui suivait l'affaire depuis le début, la prend sous son contrôle personnel. Il commence par examiner les effets personnels de Brian. Les clés, le portefeuille, les papiers d'identité, tout est resté à la maison.
C'est inhabituel pour quelqu'un qui ne partait que pour la pêche. Même son téléphone, selon Lorraine, il l'aurait oublié. Mais le fait que la barque ait été retrouvée avec le moteur en état de marche et le matériel à l'intérieur sème le doute dans l'esprit de Nesh. Un pêcheur expérimenté n'aurait pas traité son équipement avec une telle négligence. Chaque nouveau rapport rend la situation plus confuse. Il n'y a aucun témoin ayant vu Brian ce jour-là. La station-service la plus proche n'a pas de caméra de surveillance. Personne ne se souvient avoir vu sa voiture près du lac le matin. La police vérifie les routes, interroge les habitants. Sans résultat. C'est comme si l'homme s'était simplement évaporé, dissous dans le brouillard. Lorraine continue de jouer le rôle de l'épouse inquiète. Elle donne des interviews, pleure, remercie les volontaires. Mais l'inspecteur remarque que ses émotions semblent suivre un scénario. Elle pleure quand la caméra est braquée sur elle et se tait dès que le tournage s'arrête. Elle ne montre aucun intérêt pour les détails des recherches, ne pose pas de questions sur l'avancement de l'enquête. Pour Nesh, c'est un signal. De tels détails sont rarement le fruit du hasard. 10 jours après la disparition de Brian, la police change le statut de l'affaire. Ce n'est plus une disparition, c'est une enquête sur un possible crime. Et la première personne à se retrouver au centre de l'attention est celle qui, en apparence, souffre le plus, sa femme. Lorsque l'affaire McDonald est confiée à l'inspecteur Thomas Riley, elle est déjà devenue le sujet de toutes les actualités locales. Des affiches avec le visage de Brian sont placardées aux arrêts de bus. Les volontaires continuent de longer les rives du lac, mais tout cela relève désormais plus de la formalité. Riley reprend le dossier au moment où l'attention du public commence à faiblir. Pour lui, c'est un moment habituel. Quand les émotions retombent, on peut se concentrer tranquillement sur les faits. Il examine la déposition de Lorraine, puis les rapports de l'équipe de recherche, les témoignages des voisins. Tout semble standard. Pas de conflit, pas de dette, pas de menaces. Mais son expérience lui dit que de telles affaires sont rarement simples. Il ne croit pas aux disparitions accidentelles sans laisser de traces, surtout si une personne se rend dans un lieu familier et n'en revient pas. Riley commence par le plus évident. Il revisionne l'interview télévisée où Lorraine est assise face à la caméra, serrant la photo de son mari. Il repasse l'enregistrement plusieurs fois, faisant des arrêts sur image pour étudier les détails. Sa posture est tendue, son regard légèrement dévié. Elle parle d'une voix égale, presque mécanique, comme si elle lisait un scénario intérieur. Mais ce n'est pas ce qui attire son attention. Riley remarque que chaque fois que le journaliste pose une question sur leur relation personnelle, Lorraine marque une courte pause, baisse légèrement les yeux et pince les lèvres. Ce n'est pas la réaction de quelqu'un qui se souvient d'un être cher, c'est le geste d'une personne qui dissimule son irritation. Il prend des notes, il note le timecode de l'image, puis revient en arrière. C'est alors que son regard s'accroche à un détail qui lui semble insignifiant mais étrange. Sur la main droite de Lorraine, il n'y a pas d'alliance. À l'endroit où elle devrait se trouver, on distingue une faible trace. Une bande de peau pâle, comme celle laissée par un bijou récemment enlevé. Elle affirmait qu'elle et Brian étaient heureux, qu'ils prévoyaient des vacances. Elle parlait de lui comme d'un homme qu'elle adorait. Mais pourquoi l'alliance n'est-elle pas là? Riley ne tire pas de conclusions hâtives. Il sait que de tels détails peuvent être fortuits. Mais son habitude le pousse à chercher une logique même dans les petites choses. Il demande une copie de l'interview en meilleure qualité. Cette fois, il active le son et écoute attentivement. Le ton de Lorraine change en fonction du sujet. Quand il s'agit de son mari, sa voix devient tendue, froide. Quand il est question des recherches, elle s'adoucit, devenant presque ostensiblement compatissante. L'inspecteur comprend que cette femme n'est pas aussi simple qu'elle essaie de le paraître. Il vérifie la chronologie. Selon Lorraine, Brian est parti pêcher le samedi matin et n'est pas rentré.
Mais les données de l'opérateur mobile montrent que le téléphone de Brian s'est éteint la veille au soir. Cela signifie que quelque chose s'est produit avant même ce départ. Riley décide de commencer par interroger Lorraine, mais sans se presser. Il lui faut plus de contexte. Il envoie une requête à l'hôpital où elle travaille et au concessionnaire où travaillait Brian. Les réponses arrivent rapidement. Les collègues de Lorraine la décrivent comme une employée consciencieuse, mais réservée. Un des ambulanciers mentionne qu'elle restait souvent après ses gardes et parfois ne rentrait pas directement chez elle. L'inspecteur prend note de ce fait. En parallèle, il étudie les informations sur Brian lui-même. Il a eu affaire à la police à plusieurs reprises pour ivresse sur la voie publique, mais cela s'est limité à des amendes. Pas de problème financier, un minimum de crédit. La seule chose qui détonne dans ce tableau est une assurance vie récente d'un montant important, souscrite à peine un mois avant sa disparition. Et la bénéficiaire désignée dans le document est Lorraine. Ces faits ne prouvent encore rien, mais ils forment un certain motif. Riley le sait. Dans ce genre d'affaires, il n'y a pas de détails insignifiants. Et si l'on met de côté les émotions, il reste une chaîne d'action qui mènera à la vérité. Il retourne à l'enregistrement de l'interview, met en pause sur le moment où la caméra filme les mains de Lorraine. L'alliance a bien été enlevée. La marque sur sa peau est fraîche. Pour un enquêteur expérimenté, ce n'est pas un simple détail, c'est un tournant. En apparence, elle s'inquiète pour son mari, mais le symbole de leur mariage, elle semble l'avoir retiré à l'avance. Cela signifie que la disparition de Brian ne l'a pas prise au dépourvu. Elle était prête. C'est à partir de cette pensée que le véritable travail sur l'affaire commence. Riley s'arrête sur l'image où l'on voit en gros plan la main de Lorraine. La lumière du projecteur se reflète sur sa peau et à l'écran, on distingue clairement une fine trace claire autour de son annulaire. La marque est nette, non bronzée, fraîche, comme si la bague avait été retirée très récemment. L'inspecteur zoome sur l'image, fait une capture d'écran et pose son stylo. Pour un œil exercé, de tels détails en disent plus que des mots. Une femme qui prétend avoir eu un mariage heureux n'aurait probablement pas enlevé son alliance le jour même où elle a signalé la disparition de son mari. Il revient à la déclaration de disparition et la relit. Lorraine a indiqué que son mari avait quitté la maison le matin, pris ses cannes à pêche, son thermos et promis de revenir le soir. Pas un mot sur une dispute, aucune allusion à un conflit. Tout est net, sobre. Mais lorsque Riley compare cela avec les relevés de l'opérateur mobile, la chronologie commence à s'effondrer. Le dernier signal du téléphone de Brian a été enregistré le vendredi soir, près de 12 heures avant son départ supposé pour la pêche. Cela signifie que soit il n'est pas du tout sorti de la maison, soit quelqu'un d'autre a utilisé ses affaires plus tard. Riley le sait. Si on ne s'attarde pas sur les détails, la vérité ne fera pas surface. Il convoque son collègue, l'officier Grant, pour réinterroger Lorraine. Lors de l'entretien, elle est calme, même trop. Elle parle brièvement, avec assurance. Son visage montre de la fatigue, mais pas de désarroi. Elle ne demande pas de nouvelles des recherches, ne s'intéresse pas aux détails techniques. Tout ce qu'elle répète, c'est « je veux juste qu'on le retrouve ». Riley observe ses gestes. Ses mains sont jointes sur ses genoux, pas de bague. Sur son doigt, cette même trace claire. Il décide de s'écarter un peu du scénario de l'interrogatoire et pose une question anodine. « Vous portez cette bague depuis longtemps ?» Laurent fronce légèrement les sourcils, dit qu'elle ne se souvient pas, puis elle ajoute « Parfois je l'enlevais au travail pour ne pas blesser un patient. » La réponse est formellement logique, mais l'inspecteur sait qu'une bague ne laisse pas une telle marque si on l'enlève de temps en temps. Une telle trace apparaît lorsqu'on la porte pendant des années et qu'on l'enlève soudainement, pour de bon.
Après l'entretien, Riley note une courte phrase dans son rapport. Lauren MacDonald, comportement non conforme aux émotions déclarées. À partir de ce moment, il cesse de la considérer comme une victime. Elle est désormais une personne d'intérêt. Il examine les finances de la famille. Sur le compte en banque de Brian, une assurance vie substantielle, souscrite peu avant sa disparition. La bénéficiaire, Lauren. Le montant, 250 000 $. La date de souscription, 1 mois plus tôt. La suite est encore plus intéressante. Sur le relevé de la carte de crédit de l'épouse, des achats dans une bijouterie 1 semaine avant la disparition de son mari. Des dépenses inexplicables. De nouveaux vêtements. Un billet d'avion pour le Texas à son nom avec une date de départ 3 jours après la disparition de Brian. Pour certains, ce ne sont que des coïncidences, mais pas pour un enquêteur. Riley commence à sentir que l'histoire de la disparition à la pêche ne tient pas la route. Tout est trop calculé, trop propre, comme si quelqu'un s'y était préparé à l'avance. Et le comportement de Lauren, égal, sans à-coups, ne ressemble pas au désespoir, mais à la maîtrise. Il demande un mandat de perquisition pour la maison. Pendant que le document est en cours d'élaboration, Riley regarde la photo imprimée de l'interview. Cette même main, sans bague, avec la bande blanche. Pour lui, ce n'est pas un simple détail visuel. C'est un symbole, une frontière au-delà de laquelle elle a cessé d'être la femme du disparu. Une nouvelle note apparaît dans ses dossiers. Sujet d'observation prioritaire. À partir de ce moment, l'affaire MacDonald cesse d'être l'histoire d'une disparition accidentelle. Elle devient l'enquête sur un crime possible avec Lauren MacDonald en son centre. En premier lieu, Riley envoie une demande officielle à l'hôpital où travaille Lauren. La réponse arrive 2 jours plus tard. Dans les archives de ses gardes, il y a plusieurs incohérences. Les rapports indiquent qu'elle était de service des jours où, en réalité, elle a été vue en dehors du travail. La direction explique cela simplement, une possible confusion avec les remplacements. Mais l'inspecteur sait que de telles excuses cachent généralement des arrangements personnels entre employés. Il décide de parler personnellement au personnel. Dans le service médical, on l'accueille avec méfiance. Les collègues de Lauren essaient de ne pas en dire trop, mais un nom revient plusieurs fois. Daniel Hayes, un technicien de laboratoire. Jeune, sociable, il travaillait avec elle pendant les gardes de nuit. Selon le personnel, ils arrivaient et partaient souvent ensemble. Une infirmière se souvient les avoir vus partir dans la même voiture. Officiellement, ils n'ont jamais eu de conflit professionnel, mais des rumeurs circulaient. Riley note déterminer la nature de leur relation. L'étape suivante est l'analyse détaillée des communications téléphoniques. Lorsque la police reçoit le rapport de l'opérateur mobile, tout devient évident. Le numéro de Lauren et celui de Hayes sont liés par des centaines d'appels. Au cours du dernier mois, plus de 300 appels sortants, la plupart la nuit, entre minuit et 4 heures du matin. Certains durent plus d'1 heure. Riley regarde les dates et constate des coïncidences. La veille de la disparition de Brian, ils ont eu un appel de près de 90 minutes. Après cela, plus rien. Pas un message, pas une tentative de contact, un silence total. Pour l'enquêteur, c'est un schéma classique, une communication intense, puis une rupture brutale. Quelqu'un a manifestement eu peur et a décidé de disparaître des radars. Riley convoque Hayes pour un interrogatoire au commissariat. Le jeune homme vient avec un avocat, il est nerveux, essaie de paraître calme. Il dit que Lauren et lui sont simplement amis, qu'ils discutaient parfois la nuit pour passer le temps pendant la garde. Mais sous la pression des faits, sa voix tremble. Lorsque l'inspecteur lit les dates et la durée des appels, Hayes détourne le regard et avoue. Ils étaient effectivement proches, mais selon lui, ça ne veut rien dire. Riley ne commente pas. Il sait que derrière de tels mots se cache presque toujours bien plus que ce que la personne est prête à admettre.
Il demande simplement « Quand avez-vous vu Brian McDonald pour la dernière fois ?» Silence. Puis Hayes répond « Jamais, seulement en photo ». Cela confirme qu'il n'y a pas eu de contact personnel entre eux, mais qu'il était probablement au courant de l'existence du mari. Après l'interrogatoire, l'inspecteur retourne aux pièces du dossier. Le puzzle s'assemble maintenant plus clairement. Lorraine avait une liaison qu'elle cachait soigneusement. Son mari avait une assurance vie d'un montant important, et la disparition a eu lieu juste au moment où elle avait l'opportunité de commencer une nouvelle vie. Une coïncidence? Trop de coïncidences pour être un hasard. Il convoque une équipe d'enquêteurs et donne un ordre. Vérifier toutes les caméras sur les routes autour de la maison des McDonald et de l'hôpital pour les 10 derniers jours. Sur l'un des enregistrements d'une station-service, filmé le vendredi soir, on voit une voiture sombre, ressemblant à celle de Lorraine. La caméra ne saisit pas la plaque d'immatriculation, mais la silhouette au volant correspond en taille et en corpulence. L'heure, 22h47, exactement le moment où le téléphone de Brian a cessé de répondre. Riley ne rend pas de verdict tant qu'il n'a pas de confirmation. Mais intérieurement, il en est déjà convaincu. La relation de Lorraine avec Hayes n'est pas seulement émotionnelle. C'est un facteur qui a pu être le déclencheur. Une nouvelle entrée apparaît dans son rapport. Motif établi, relations personnelles et gains financiers. À ce stade, l'enquête change définitivement de direction. La police ne cherche plus une personne disparue. Elle cherche des preuves qu'il n'est plus là. Et de qui en est responsable. Lorsque les enquêteurs obtiennent les premières preuves de la liaison entre Lorraine et Hayes, l'inspecteur Riley décide de vérifier si elle s'était préparée à ce qui s'est passé. Il demande les enregistrements des caméras de surveillance autour de l'hôpital et des pharmacies voisines. L'analyse des enregistrements prend plusieurs jours. Toutes les images doivent être visionnées manuellement, car le système de stockage vidéo est ancien, sans filtrage automatique. Mais les efforts portent leurs fruits. Sur l'un des enregistrements, daté de 2 semaines avant la disparition de Brian, on voit clairement Lorraine au comptoir d'une petite pharmacie située juste en face de l'hôpital. Sur la vidéo, elle est à la caisse avec un panier en plastique. Dedans, des articles courants, une bouteille d'eau, quelques boîtes de vitamines, mais parmi eux, le pharmacien remarque un médicament délivré uniquement sur ordonnance. C'est un puissant sédatif prescrit pour les troubles sévères du sommeil. Le médecin qui a rédigé l'ordonnance est dans la base de données. Il est bien un employé du même établissement médical. Mais rien n'indique que Lorraine l'ait consulté en tant que patiente. Riley contacte le pharmacien de garde ce jour-là. L'homme se souvient d'elle. Il dit qu'elle était calme, pas pressée. Mais un détail l'a intriguée. Elle a demandé non pas la boîte standard de 10-12, mais la plus grande, de 50. Pour une personne souffrant d'insomnie, cela n'a pas de sens. Mais si le médicament est utilisé différemment, cela pourrait expliquer beaucoup de choses. L'enquête vérifie si Lorraine avait réellement accès à de telles ordonnances. En tant qu'infirmière, elle aurait pu les obtenir via le système interne si elle avait demandé à un médecin de les rédiger pour un proche. C'est ce qui sera confirmé plus tard dans la base de données de l'hôpital. L'ordonnance est établie au nom d'un collègue du service qui n'était pas de garde ce jour-là. Le médecin a signé le document sans regarder, par habitude de faire confiance à son employé. Ces informations deviennent cruciales pour Riley. Le tableau commence maintenant à prendre les contours de la préméditation. Il relie les points temporels. L'achat du médicament 2 semaines avant la disparition, les derniers appels avec Hayes la veille, l'extinction du téléphone de Brian le vendredi soir. Tout indique que l'événement n'était pas soudain. Il était préparé. L'inspecteur retourne aux enregistrements de la caméra de la pharmacie et remarque un autre détail en arrière-plan. Après son achat, Lorraine se dirige vers sa voiture et dans l'habitacle, sur le siège passager, on aperçoit un homme.
Une silhouette floue, mais dont la corpulence correspond à celle de Daniel Hayes. C'est un court épisode, de quelques secondes seulement, mais il confirme qu'ils agissaient de concert. Riley ordonne de vérifier ses transactions bancaires. Dans le relevé de ce jour-là, il y a un montant correspondant exactement au prix de l'achat. Paiement par carte, ticket de caisse au nom de Lauren MacDonald. Aucune tentative de dissimuler ces traces. Pour lui, c'est un signal. Elle ne s'attendait pas à ce que quelqu'un analyse cela un jour. Elle se sentait donc en sécurité, convaincue que son plan ne laisserait aucune trace. L'enquête compare ce fait avec les témoignages des voisins. Une semaine avant la disparition de Brian, une femme a vu Lauren sortir de la maison un grand conteneur en plastique, habituellement rangé dans le garage. À sa question, elle a répondu « De vieilles affaires, je les emmène au chalet ». À ce moment-là, personne n'y a prêté attention. Maintenant, chaque petit geste prend un sens. L'achat de somnifères devient un détail clé, non seulement étrange, mais indiquant une préparation. Lauren n'avait pas de problème de sommeil, mais elle avait un homme qui faisait obstacle à sa nouvelle vie. Pour l'enquêteur, ce n'est pas une hypothèse, mais une suite d'étapes logiques. Il consigne dans son rapport « Les actions de la suspecte sont systémiques. Présence d'un élément de planification. L'achat du médicament indique une intention d'utiliser la substance à des fins non thérapeutiques. À partir de ce moment, l'histoire cesse d'être celle d'un mari disparu. Elle devient l'affaire d'une femme qui savait à l'avance ce qui allait se passer et qui a soigneusement préparé le terrain pour que la disparition ressemble à un accident. Quand Riley obtient une copie du ticket de caisse de la pharmacie, il remarque immédiatement que le médicament n'a pas été délivré sur une ordonnance personnelle de Lauren, mais sur un document établi au nom d'une autre personne. La base de données de la pharmacie mentionne une patiente du nom de Morgan, une femme âgée hospitalisée dans l'établissement où travaillait Lauren. À première vue, tout pourrait sembler légal. Une infirmière aurait pu simplement aider une collègue, prendre un médicament pour une patiente. Mais quelque chose cloche. Dans le registre des opérations de la pharmacie, il n'y a pas de signature du destinataire, et l'achat lui-même a été fait en espèces, sans carte bancaire. Riley le sait. Si quelqu'un veut laisser le moins de traces possible, c'est exactement comme ça qu'il s'y prend. Il contacte les archives de l'hôpital pour vérifier les informations sur la patiente Morgan. Le système d'archivage de l'établissement étant ancien, la requête est traitée manuellement. Un jour plus tard, on lui transmet des copies de dossiers, le registre des admissions et des sorties. Et c'est là que tout s'éclaire. Le dossier médical indique que Mad Morgan est décédée dans le service de médecine interne 1 mois avant l'achat du médicament. Cela signifie que l'ordonnance avec laquelle Lauren a acheté les somnifères a été établie au nom d'une personne qui n'était plus en vie. Pour l'enquêteur, ce n'est pas une simple infraction. C'est la preuve directe que Lauren a utilisé son accès professionnel pour créer une fausse ordonnance. Il vérifie qui avait accès à la base de données des patients ce jour-là. Les journaux système montrent que la connexion a été effectuée depuis le compte de Lauren MacDonald, à 21h14, la veille de la délivrance du médicament. Le journal d'activité indique que le dossier de la patiente Morgan a été ouvert, une ordonnance imprimée et une note « Poursuite du traitement » ajoutée. Aucun médecin n'était de service à ce moment-là. Tout ressemblait à une falsification soigneusement planifiée. Riley comprend que c'est une preuve capitale. Il n'y a plus de doute. Lauren ne se contentait pas de cacher une liaison et de mentir sur la disparition de son mari. Elle se préparait à l'événement à l'avance, en utilisant le système dans lequel elle travaillait. Un tel acte ne peut s'expliquer par une coïncidence ou une négligence. Il requiert une intention, du temps et une compréhension du fonctionnement interne du système. L'inspecteur se rend à l'hôpital et convoque la chef de service pour confirmer les informations. Elle semble désemparée. Elle dit que Lauren était une infirmière expérimentée, disciplinée, irréprochable.
Personne ne s'attendait à cela de sa part. Quand Riley lui montre la copie de l'ordonnance, la chef de service pâlit. Elle confirme la signature du médecin, mais ajoute que ce docteur ne travaille plus à l'hôpital depuis plusieurs mois. La signature aurait donc pu être insérée manuellement, à partir d'un scan d'anciens documents. Suite à cela, une enquête interne est lancée dans le service. Riley reçoit un rapport indiquant que le fichier de l'ordonnance a été créé depuis l'ordinateur de travail de Lauren et qu'après l'achat, le médicament a été déduit du stock comme s'il avait été délivré conformément à la prescription. Tout est propre, sans erreur. Mais à l'intérieur du système, il reste une trace numérique, l'identifiant de l'utilisateur qui a modifié le fichier. Cela devient un tournant dans l'affaire. Toutes les hypothèses d'accident ou de départ volontaire de Brian sont désormais écartées. L'achat de somnifères avec une fausse ordonnance confirme que derrière la disparition se cachent des actes délibérés. Lauren a utilisé ses connaissances et son accès pour mener une opération qu'une personne ordinaire n'aurait pas pu réaliser. Riley verse les documents au dossier et note « Falsification de documents médicaux. Utilisation des données d'une patiente décédée. Objectif, obtention d'un médicament contrôlé. » Cette formulation ne lui laisse plus aucune marge de manœuvre pour se justifier. L'enquête passe alors à un niveau supérieur. Les enquêteurs ne vérifient plus les circonstances, ils recherchent des preuves matérielles, celles qui pourront confirmer qu'après l'achat du médicament, les événements se sont déroulés comme le soupçonne Riley. Lorsque les enquêteurs obtiennent la preuve de la falsification de l'ordonnance, Riley passe à l'étape suivante. Il doit comprendre pourquoi Lauren avait besoin de ce médicament. En soi, un somnifère n'est pas dangereux s'il est utilisé conformément à la prescription. Mais que se passerait-il s'il faisait partie d'un plan prémédité? Pour confirmer ou infirmer cette hypothèse, la police fait appel à un toxicologue du centre de laboratoire du comté, le docteur Raymond Hall. Riley lui apporte une copie de l'ordonnance et la description du médicament. Hall examine les données, feuillette un manuel de référence, prend des notes dans son carnet. Après une courte pause, il déclare « Combinée à l'alcool, cette substance agit différemment. Même une petite dose provoque une grave dépression respiratoire et une perte de conscience rapide. » Riley demande des précisions sur cette rapidité. L'expert répond « Quelques minutes, parfois moins. La personne n'a pas le temps de comprendre ce qui se passe. » L'inspecteur demande une évaluation pratique pour déterminer quelle quantité de médicaments aurait pu être utilisée si l'objectif n'était pas thérapeutique. Au laboratoire, ils effectuent une simulation. Ils dissolvent une dose standard dans un liquide et analysent le temps de décomposition. Le résultat est clair. Le médicament est incolore, sans goût ni odeur. Dans une boisson chaude comme le café ou dans l'alcool, il se dissout complètement. Lorsque le toxicologue apprend que Brian buvait régulièrement du whisky avant de se coucher, la réaction de l'expert devient plus sérieuse. Il explique que la combinaison avec cette boisson est la plus dangereuse. L'alcool multiplie l'effet du médicament. En état de légère ébriété, une personne perd le contrôle de son corps et, en quelques minutes, s'endort tout simplement. En apparence, tout semble naturel. Pas de convulsions, pas de bruit, pas de traces de lutte. Riley le consigne dans son rapport. Perte de conscience rapide possible, sans signes extérieurs d'agression. Cette information change complètement le contexte de l'affaire. Les enquêteurs comprennent maintenant que Lauren aurait pu utiliser le médicament non pas comme un soin, mais comme un outil. Compte tenu de ses connaissances médicales, elle comprenait parfaitement le dosage et les conséquences. Pas de hasard, seulement un calcul précis. Une analyse plus approfondie montre que l'achat du somnifère le jour de la disparition et la dernière présence confirmée de Brian à la maison coïncident sur une période de 2 semaines. Tout indique que ce médicament a été le premier maillon de la chaîne. Riley compare les témoignages des voisins et les relevés de transactions bancaires.
Le soir où Brian a cessé de répondre au téléphone, sa carte a été utilisée pour payer une livraison d'alcool. C'est aussi le dernier soir où son téléphone a été actif. Les enquêteurs retournent à la maison des McDonald avec un nouveau mandat de perquisition. Dans un placard de la cuisine, ils trouvent une boîte vide du même somnifère que celui acheté avec la fausse ordonnance. Sur la face intérieure du couvercle, les enquêteurs relèvent les empreintes de Lorraine. Dans la poubelle, des gobelets jetables. Au fond, des résidus de liquide avec une trace chimique caractéristique correspondant aux médicaments. Après analyse en laboratoire, l'hypothèse est définitivement confirmée. L'expert conclut que si l'on dissout 3 ou 4 comprimés de cette substance dans un verre d'alcool, une personne perd la capacité de bouger et de parler en quelques minutes. En apparence, elle semble simplement endormie. Pour la police, c'est le chaînon manquant. L'hypothèse de la partie de pêche s'effondre complètement. Aucune personne dans cet état n'aurait pu rassembler ses affaires, quitter la maison et disparaître. Tout porte à croire que Brian a perdu connaissance à l'intérieur de la maison. Et ensuite, les traces ont été soigneusement effacées. Riley note dans son rapport « Possibilité d'utilisation du médicament à des fins de neutralisation prouvée. La suspecte possédait les connaissances, l'accès, le mobile et le moyen. L'hypothèse du départ volontaire est exclue. » C'est le moment où l'enquête sur une personne disparue se transforme définitivement en une affaire présentant des signes de crime planifié. Le plus difficile reste à venir. Prouver ce qui s'est passé après que le médicament a fait effet. Une fois que l'enquête a rassemblé toutes les preuves, l'attention de l'inspecteur Riley se tourne vers l'homme dont le nom apparaît constamment dans les relevés téléphoniques de Lorraine. Daniel Hayes, un aide-soignant dans le même hôpital où elle travaillait. Jeune, athlétique, sans casier judiciaire. À première vue, un type ordinaire qui s'est retrouvé au milieu de l'histoire de quelqu'un d'autre. Mais pour les enquêteurs, il est un complice potentiel. Riley le convoque pour un interrogatoire. Daniel vient de lui-même, sans avocat. Il s'assoit, visiblement nerveux. Il sait que la conversation sera désagréable. L'inspecteur lance l'enregistrement et commence par une question directe. « Avez-vous eu une relation avec Lorraine McDonald ?» Une pause. Puis un bref « oui », sans tenter de nier. Il dit que leur liaison a commencé environ 6 mois plus tôt et que Lorraine affirmait que sa relation avec son mari était pratiquement terminée. Elle disait que Brian buvait souvent, devenait irritable et qu'il n'y avait plus rien dans leur foyer, sinon de fatigue et de ressentiment. Daniel raconte qu'il se voyait à son travail et quelquefois chez lui. Il affirme n'avoir aucun lien avec la disparition de Brian et avoir lui-même appris la nouvelle aux informations. Selon lui, ce soir-là, il était chez des amis à la campagne pour une fête et peut le confirmer. Le détective lui demande de préciser qui était présent. Le lendemain, ses 3 amis confirment ses dires. Les enregistrements des caméras près du club de campagne montrent sa voiture, leur correspond. Riley écoute attentivement et remarque que Daniel est sincèrement désemparé. Il ne se défend pas, ne cherche pas d'excuses, n'essaie pas de rejeter la faute sur quelqu'un d'autre. Il ne comprend tout simplement pas à quel point il est embourbé dans le plan d'une autre personne. Lorsque l'enquêteur lui montre la photo de l'achat en pharmacie, le jeune homme pâlit. Il reconnaît avoir entendu Lorraine se plaindre d'insomnie, mais il ne savait pas qu'elle utilisait les ordonnances de quelqu'un d'autre. Le détective pose une question de précision. Lui a-t-il parlé le jour de la disparition de Brian ? Hayes confirme, oui, il y a eu un appel, le soir, mais la conversation a été brève. Elle a dit que tout était réglé et lui a demandé de ne pas lui écrire pendant quelques jours. À ce moment-là, il n'a pas accordé d'importance à cette phrase, pensant qu'il s'agissait des papiers du divorce. Lorsque Riley lui demande de décrire leur dernière rencontre, Daniel se souvient.
Quelques semaines avant les faits, Lorraine paraissait calme, voire un peu distante. Il n'y avait pas de nervosité, mais une impression qu'elle avait déjà tout décidé et attendait simplement le bon moment. Il ne dit pas cela comme une accusation, mais plutôt comme un souvenir qui prend maintenant tout son sens. Après l'interrogatoire, les enquêteurs vérifient tout ce qui pourrait confirmer ou infirmer les paroles de Hayes. Les données téléphoniques montrent que le jour de la disparition de Brian, il se trouvait effectivement dans une autre partie du comté. Aucune trace liée à l'affaire n'est trouvée dans sa voiture. Sur ses comptes bancaires, aucune transaction importante. Tout correspond au comportement d'une personne non impliquée dans un crime. Pour la police, c'est un tournant majeur. Hayes est écarté du cercle des suspects. Il devient au contraire un témoin précieux, capable de confirmer l'état émotionnel de Lorraine et son mobile. C'est de lui que les enquêteurs apprennent qu'elle avait parlé à plusieurs reprises d'un nouveau départ, d'une vie sans passé. Des phrases qui semblaient alors anodines sont maintenant perçues comme une préparation. Riley note dans son rapport « La suspecte entretenait une liaison de longue date avec un collègue, la cachant à son époux. Le témoin confirme l'existence d'un mobile, le désir de se défaire de ses anciennes obligations. L'alibi de Hayes est confirmé. Toute probabilité de complicité est exclue. Le tableau se dessine maintenant complètement. Lorraine a agi seule. Elle a tout planifié, de l'achat du médicament à la mise en scène de la disparition. Et l'homme pour qui tout cela a été fait ne se doutait même pas qu'il était devenu une pièce du puzzle. Après l'interrogatoire, Daniel quitte le commissariat, mais ce sont ses paroles qui donnent à l'enquête la direction pour la suite. Les détectives décident de revenir à la version initiale de Lorraine, cette fameuse partie de pêche. Ils doivent comprendre où, selon elle, Brian avait l'intention de pêcher et si cet endroit aurait pu être le point final. Lorsque l'enquête écarte l'amant de la liste des suspects, Riley revient à l'essentiel. Lorraine elle-même. Tout ce qu'elle faisait semblait rationnel, méthodique et dénué d'émotion. Et cela soulève une autre question. Pourquoi a-t-elle pris une telle mesure alors qu'elle aurait pu simplement partir ? Pour le comprendre, les détectives commencent à creuser plus profondément, là où se cachent généralement les vrais mobiles. La première chose qu'ils vérifient est la situation financière de la famille McDonald. En apparence, tout semblait stable. Brian travaillait comme directeur d'un concessionnaire automobile et avait un revenu régulier. Lorraine était infirmière de nuit. La maison leur appartenait à tous les deux, l'hypothèque était presque remboursée. Mais lorsque l'enquête demande les relevés bancaires et l'historique de crédit, une autre image, moins reluisante, apparaît. Au cours des mois précédant la disparition de Brian, d'importantes sommes en espèces étaient régulièrement retirées de leur compte commun. Une partie était transférée sur le compte personnel de Lorraine, que son mari ne connaissait pas. Autre détail, quelques semaines avant les faits, elle avait tenté d'augmenter le montant de l'assurance vie au nom de son mari, prétextant de nouvelles conditions hypothécaires. L'assurance s'élevait à 250 000 $, versés en cas d'accident ou de disparition. Rolly fait une demande auprès de la compagnie d'assurance pour vérifier la date de la demande. La demande avait été faite 3 semaines avant que Brian ne parte supposément à la pêche. La signature sur les documents correspond, l'écriture est la sienne. Parallèlement, les enquêteurs trouvent dans les documents personnels de Lorraine une copie du contrat de mariage. En cas de divorce, la maison aurait été divisée en 2. Lorraine se serait retrouvée sans une part importante de ses biens et aurait en outre perdu l'accès aux économies de retraite de Brian. Cela signifie qu'un divorce l'aurait privée de presque tout. Lorsque ces faits sont présentés à Daniel Hayes, il confirme que Lorraine parlait souvent d'argent, non pas par cupidité, mais comme une question de contrôle. Elle avait peur de devenir dépendante, de devoir repartir de zéro. Il se souvient qu'elle avait dit un jour « Je ne laisserai pas toutes mes années partir en fumée ». À l'époque, il n'y avait pas prêté attention. Maintenant, le sens était évident. Les enquêteurs se penchent également sur le passé de la famille.
Plusieurs voisins racontent que des conflits éclataient souvent entre les époux. Pas de cris, pas de disputes bruyantes, mais une tension palpable. Lorraine gardait tout pour elle, mais une fois, on l'a vue assise dans sa voiture devant la maison, fixant un point dans le vide pendant près d'1 heure. Au travail, elle était calme, ne se plaignait pas, mais ses collègues avaient remarqué qu'elle était devenue plus froide ces derniers mois, comme si elle s'était détachée de tout le monde. Tous ces détails convergent vers une seule conclusion. Lorraine n'a pas agi sous le coup de l'émotion. Tout ce qu'elle a fait relevait du calcul. L'appât du gain, la peur de perdre son niveau de vie, le refus de tout recommencer, voilà les véritables raisons. Riley prépare un rapport pour le procureur. Le document indique: la suspecte avait un intérêt financier direct dans la disparition de son époux. Ces actions témoignent d'une préparation préméditée dans le but d'obtenir un avantage financier. Le mobile est confirmé. Ceci est suffisant pour que le tribunal délivre un mandat de perquisition pour la maison des McDonald. Désormais, l'enquête doit non seulement prouver que Lorraine a tout planifié, mais aussi trouver des traces de ce qui s'est passé la nuit où Brian a cessé de donner signe de vie. Riley rassemble une équipe et ils se rendent sur les lieux. La maison est impeccable, comme si la maîtresse de maison attendait des invités. Mais le détective sait que les vraies traces ne sont pas visibles à l'œil nu. Elles sont toujours cachées dans les détails, sous une couche de propreté, derrière un ordre parfait, dans des endroits où même ceux qui y vivent regardent rarement. Tôt le matin, vers 8 heures, une voiture de police s'arrête devant une coquette maison en briques de banlieue. Riley sort le premier, un mandat de perquisition signé par le juge du comté à la main. Il est suivi de 2 experts de la police scientifique avec leur équipement et d'un opérateur avec une caméra pour enregistrer les preuves. Tout doit être documenté. Lorraine ouvre la porte presque immédiatement, comme si elle les attendait. Elle porte des vêtements d'intérieur, ses cheveux sont attachés, son visage est sans maquillage. Il n'y a pas de panique dans son comportement, mais une méfiance. Ce sang-froid que les gens adoptent lorsqu'ils comprennent que la partie est terminée. Riley présente calmement le document. Il parle d'un ton officiel, sans émotion. « Madame McDonald, nous avons un mandat pour perquisitionner votre domicile. Je vous demande de ne pas entraver les actions de l'enquête. » Elle hoche brièvement la tête, s'écarte pour les laisser entrer. La maison est impeccable, pas un grain de poussière, pas un objet qui traîne. Même l'odeur est neutre, comme après un grand nettoyage. Les experts commencent par le salon, puis suivent le schéma habituel: cuisine, chambre, salle de bain. Riley inspecte les murs, remarque à quel point les sols ont été soigneusement lavés. Cela ne ressemble pas à de la propreté ordinaire, mais plutôt à une tentative d'effacer tout ce qui pourrait rappeler cette nuit-là. Au sous-sol, il trouve plusieurs bouteilles d'eau de Javel, toutes ouvertes. Sur l'une d'elles, des empreintes digitales fraîches. Lorsque l'expert allume une lampe à ultraviolet, des taches à peine visibles apparaissent sur le mur en béton. Riley demande qu'on apporte du luminol. Après pulvérisation, la surface s'illumine d'une lueur bleu pâle, une réaction caractéristique aux traces de sang. Il continue vers le garage. Le sol y est en béton, fraîchement lavé, mais l'odeur de produits chimiques est plus forte. L'expert s'agenouille, pulvérise le réactif. En quelques secondes, toute la zone du sol près de la porte s'embrase d'un réseau de traînées lumineuses. Riley prend une note. Traces de nettoyage de sang sur une surface d'environ 2 mètres carrés. Zone probable de l'incident. Lorraine observe les faits et gestes des enquêteurs, debout dans l'encadrement de la porte. Son visage est impassible, seules ses mains tremblent légèrement. Lorsque Riley se tourne vers elle, elle essaie de soutenir son regard, mais ses yeux finissent par se détourner. Plusieurs objets sont saisis dans le garage. Des gants en caoutchouc, un seau, une serviette avec des restes de taches brunâtres, un rouleau de film polyéthylène. Tout est emballé conformément au protocole. Sur l'établi,
Un expert trouve un petit objet métallique, un morceau de bague cassé. Riley reconnaît immédiatement la courbe caractéristique. Cela ressemble à une partie de l'alliance de Brian. Une fois la collecte de preuves terminée, le détective s'approche de Lorraine. Il lui parle calmement, sans pression. « Lorraine, vous devez venir avec nous. Nous avons quelques questions à vous poser. » Elle répond à voix basse. « J'ai déjà tout dit à la police. » Riley l'invite d'un signe de tête à sortir. Dehors, un officier avec des menottes l'attend, mais il ne se presse pas de les lui passer. Formellement, ce n'est pas encore une arrestation. Au commissariat, l'interrogatoire se déroule dans une salle standard, avec un miroir sans teint. Sur la table, seulement le dossier de l'affaire et un dictaphone. Riley s'assoit en face. Il parle sans menace, sur le ton de quelqu'un qui veut comprendre. « Lorraine, saviez-vous que votre mari était assuré pour une somme importante ?»« Oui, » répond-elle brièvement. « Vous avez soumis les documents pour modifier les conditions 3 semaines avant sa disparition. C'était l'idée de Brian, il voulait nous protéger. Mais sa signature ne figure pas sur la demande, seulement la vôtre. » Elle se tait. Riley ouvre le dossier, montre les photos du garage, la lueur bleue sur le sol en béton, les gants, le seau, l'eau de javel. Puis il pose sur la table le fragment de bague en métal. « Nous avons trouvé ça chez vous. Ça correspond à son alliance. » Lorraine regarde la photo sans dire un mot. Seule sa respiration s'accélère. Le détective fait une pause, puis ajoute « Tout indique que Brian n'a pas quitté cette maison vivant. » Elle ferme les yeux, comme pour rassembler ses pensées. 1 minute plus tard, elle les rouvre, se redresse, et sa voix devient froide. « Vous ne prouverez rien. » L'interrogatoire s'arrête là. Mais Riley le sait déjà. Les aveux ne sont qu'une question de temps. Les preuves parlent d'elles-mêmes. Le lendemain, le procureur délivre un mandat d'arrêt. Lorraine MacDonald devient officiellement suspecte dans un crime prémédité. La maison est mise sous scellé. Tous les éléments sont envoyés pour expertise. Riley comprend qu'il reste une dernière tâche. Trouver où s'est terminée l'histoire de Brian MacDonald. Et la réponse se trouve probablement là où tout a commencé, près du vieux quai où, selon Lorraine, il était censé aller pêcher. Lorsque l'équipe d'enquête retourne à la maison après l'interrogatoire, l'atmosphère semble avoir changé. Le silence n'est plus un simple vide, il est maintenant oppressant, remplissant l'air d'angoisse. Riley se tient à l'entrée, observant en silence les experts installer leur équipement, éclairer les coins avec leurs lampes de poche, vérifier chaque centimètre. La maison des MacDonald n'a plus l'air d'un nid douillet de banlieue. C'est maintenant un lieu où tout parle d'un secret soigneusement caché. Les enquêteurs décident de descendre au sous-sol. Ils n'y étaient pas allés le premier jour, faute de motifs formels, et Lorraine avait affirmé que la pièce n'était plus utilisée depuis longtemps. Mais maintenant que le mandat leur donne le droit de chercher sans restriction, Riley insiste. Regardez partout, même ce qui semble superflu. Le sous-sol est exigu, bas de plafond, avec des poutres apparentes et une odeur d'humidité. Le sol en béton présente de vieilles taches, mais rien de suspect. Le long des murs, des boîtes, des conteneurs en plastique, de vieilles affaires, tout est rangé avec soin. Dans un coin, quelques pots de peinture, une pile de chiffons, des outils de jardin. Un seul objet détonne dans ce décor. Un grand congélateur-coffre, vieux mais bien entretenu. Il est couvert d'une épaisse couche de poussière, alors que tout le reste est impeccablement propre. Riley s'approche. Le cadenas ne semble pas simplement fermé, il est scellé avec plusieurs couches de ruban adhésif gris croisées. Cela ne ressemble pas à une précaution, mais plutôt à une tentative de sceller le couvercle à jamais. Le détective remarque que la prise est soigneusement enroulée et que le cordon d'alimentation est mis de côté. La prise murale est vide.
Tout cela donne une impression étrange, comme si quelqu'un n'avait pas seulement cessé d'utiliser le congélateur, mais avait tout fait pour que personne ne puisse l'ouvrir. Les experts photographient le congélateur sous tous les angles, documentant chaque détail. L'un d'eux retire délicatement le ruban adhésif, tandis qu'un autre prépare un outil pour forcer la serrure. Le métal grince, le cadenas cède, et un silence surprenant s'installe dans le sous-sol, comme avant un orage. Lorsque le couvercle est soulevé, rien ne se passe au début. Mais une seconde plus tard, un air froid et lourd s'en échappe, comme si le froid lui-même venait d'expirer. Tout le monde recule instinctivement. L'odeur est caractéristique, métallique, avec une douceur à peine perceptible. Riley, bien qu'il en ait vu d'autres, sent les muscles de son visage se contracter involontairement. Il fait signe à l'expert, tout documenté immédiatement. Sous le couvercle, plusieurs paquets soigneusement empilés. Chaque paquet est enveloppé dans un épais film plastique de chantier et scotché avec du ruban isolant. Tout est fait avec soin, méthodiquement, comme par quelqu'un habitué à l'ordre et qui ne laisse rien au hasard. Étonnamment, même au cœur de cette découverte monstrueuse, on sent une rationalité froide. Pas de chaos, pas de panique, mais un plan. Les experts ne touchent pas au contenu avant l'arrivée de l'équipe de médecine légale. Tout est documenté, caméra, photos, description. Au fond du congélateur, ils remarquent un objet métallique, le manche d'un couteau à la lame brisée. Il est couvert de corrosion, mais on distingue une empreinte de main sur le manche, comme si quelqu'un l'avait tenu récemment, malgré le congélateur débranché. Riley se tient à l'écart, n'intervient pas. Il observe simplement. Tout ce qui s'est passé jusqu'à présent, les suppositions, les hypothèses, les profils psychologiques, perd maintenant son sens. Devant lui, des faits, froids et irréfutables. Les preuves parlent plus fort que n'importe quels aveux. Pendant que les experts poursuivent leur travail, la maison se remplit progressivement de monde. Des représentants du parquet, des experts, des photographes arrivent. Dehors, des journalistes se rassemblent. La nouvelle de la découverte se propage instantanément. La maison, qui n'était il y a peu qu'une partie d'une banlieue tranquille, devient l'épicentre d'une affaire retentissante. Quelques heures plus tard, une fois le contenu du congélateur entièrement retiré et envoyé pour expertise, le laboratoire livre ses premiers résultats. L'analyse biologique le confirme. Les restes découverts appartiennent à Brian McDonald. La correspondance ADN est de 100%. Sur le ruban isolant qui enveloppait les paquets, on trouve les empreintes digitales de Lorraine. Le film plastique utilisé pour l'emballage correspond parfaitement au rouleau trouvé dans le garage. Chaque détail s'emboîte pour former un tout cohérent. Chaque action de Lorraine prend maintenant un nouveau sens. L'achat du somnifère, le nettoyage du garage, son interview impassible à la télévision. Tout cela n'était pas une réaction au choc, mais la continuation d'un plan. Riley retourne au commissariat. Il ne se presse pas de faire son rapport. Il s'assoit simplement à son bureau et regarde par la fenêtre. En de nombreuses années de service, il en a vu beaucoup. Mais dans cette affaire, ce qui le frappe, ce n'est pas la cruauté, mais le calcul. La manière dont une personne a pu transformer une vie ordinaire en un décor minutieusement construit. Il ferme le dossier et dit à voix haute, doucement, comme pour lui-même. C'est tout. Maintenant, elle ne pourra plus s'en sortir. Mais il reste une dernière étape, les aveux. Pas sur papier, pas dans les preuves, mais de sa propre bouche. Riley le sait. Pour des gens comme Lorraine, avouer n'est pas une faiblesse, mais une dernière tentative de garder le contrôle. Et maintenant, il est prêt à l'écouter. Un silence pesant règne dans la salle d'interrogatoire.
L'air est immobile, comme s'il craignait lui-même de perturber ce qui est sur le point de se produire. Une table en métal froid sépare deux personnes dont les vies ne sont désormais liées que par une seule chose, l'aveu. Au-dessus de la table, une lampe brûle, sa lumière tombant directement sur le visage de Lauren MacDonald, éclairant ses traits fatigués, un léger tremblement dans ses doigts et cette expression particulière de ceux qui ne voient plus d'issue. Elle porte un simple pull gris, ses cheveux sont attachés, son visage est sans maquillage, sans aucune tentative de garder un masque. Elle ne résiste pas, mais ne se rend pas non plus. Elle est simplement assise et attend. Riley entre sans dossier, sans notes, sans assistant. Ses pas résonnent, clairs et mesurés, comme si chaque mouvement était prémédité. Il s'assoit en face, pose ses paumes sur la table et la regarde simplement un moment. Au fil des ans, il s'est habitué à différents types de suspects. Certains essaient de se justifier, d'autres sont agressifs, d'autres encore se cachent derrière une indifférence feinte. Mais en Laurent, il voit autre chose. Un vide intérieur, consumé, froid. Pas de peur ni de désespoir, mais un silence intérieur. Il commence sans pression, d'une voix calme, comme s'il ne parlait pas à une accusée, mais à quelqu'un qu'il connaît depuis longtemps. « Vous comprenez bien que maintenant, il n'y aura plus que la vérité ?» dit-il. Laurent ne répond pas. Ses yeux restent vides, seules ses paupières tremblent légèrement. Riley n'insiste pas. Il ouvre un dossier, en sort quelques photographies. Sur la table, il dépose les clichés. Le sous-sol, le congélateur, le béton révélé par le luminol, les empreintes, les étiquettes d'épreuves. Laurent baisse les yeux, mais l'expression de son visage ne change pas. Elle regarde les photos comme quelque chose de lointain, qui ne la concerne pas. Riley attend quelques secondes, puis dit doucement « Tout ceci, ce ne sont pas de simples coïncidences. Vous saviez que nous finirions par le trouver. » Pas de réponse, seulement une respiration lente et lourde. Il sort alors une dernière photo, celle qu'il a gardée pour le moment décisif. Un arrêt sur image de l'interview télévisée. On y voit Lauren, le jour même où elle pleurait devant les caméras, demandant de l'aide pour retrouver son mari. Et en gros plan, sa main. L'annulaire, où il n'y a pas de bague. Seulement une trace claire et nette sur la peau, comme l'empreinte d'une vie passée. Riley tourne la photo vers elle et prononce presque en chuchotant, sans insistant. « Vous aviez tout dit vous-même ce jour-là. Vous avez enlevé votre bague avant de contacter la police. Pourquoi ?» Cette fois, le silence ne dure pas. Lauren se raidit, ses épaules se soulèvent, ses doigts s'agrippent au bord de la table. Pendant quelques secondes, elle tente de garder son sang-froid, mais sa respiration devient irrégulière. Son regard vacille, puis se baisse. Elle ferme les yeux, comme si cela pouvait la protéger. Riley attend. Il ne dit pas un mot. Quand elle se met enfin à parler, sa voix est rauque, comme si elle venait du plus profond d'elle-même. « Je ne voulais pas que ça se passe comme ça. Tout est devenu hors de contrôle. » Le détective allume silencieusement le dictaphone et le pose entre eux. Ensuite, Lauren parle longtemps, sans hystérie, sans excuse, étape par étape. Comment l'idée de fuir son mari lui semblait d'abord un simple rêve. Comment elle a rencontré un autre homme avec qui elle s'est sentie vivante pour la première fois. Comment ce rêve s'est peu à peu transformé en plan, d'abord sans détail, juste une idée, si seulement on pouvait tout recommencer. Puis le somnifère, puis la bouteille de whisky, puis le moment où il est devenu clair qu'il n'y avait plus de retour en arrière possible. Elle raconte que cette nuit-là, tout semblait calme. Ils étaient assis dans la cuisine, ils parlaient. Brian s'est versé un whisky, elle y a ajouté le médicament. Tout s'est passé sans cri, sans lutte. Simplement le silence. Puis elle a réalisé ce qu'elle avait fait et a eu peur. D'abord, elle a voulu appeler la police, puis elle a changé d'avis.
Elle disait ne pas croire qu'elle en arriverait là, qu'elle avait toujours espéré trouver un moyen de s'arrêter. Mais le moment où cela aurait été possible était déjà passé. Elle raconte cela comme si elle narrait l'histoire de quelqu'un d'autre, sans larmes, sans émotion. C'est seulement à la fin que sa voix se brise et elle prononce presque en un murmure « Je voulais juste que tout s'arrête ». Riley éteint le dictaphone. Il reste assis en silence quelques secondes, puis se lève. Il n'y a pas de satisfaction sur son visage, seulement de la fatigue. Ce n'est pas une victoire, c'est une fin qui ne rend personne plus fort. Il se dirige vers la porte, mais s'arrête un instant et dit « Vous saviez qu'il vous aurait retrouvé de toute façon, même sans la police. » Il sort, et la porte se referme doucement derrière lui. Le silence revient dans la pièce. Lorraine reste seule. Ses mains tremblent encore, mais une étrange expression apparaît sur son visage, comme si, pour la première fois, elle respirait plus facilement. L'aveu, quel qu'il soit, libère la dernière tension. Pendant ce temps, de l'autre côté de la vitre, les agents enregistrent son témoignage. L'enquête obtient des aveux complets, corroborés par toutes les preuves matérielles. L'affaire McDonald passe officiellement au stade judiciaire. Mais pour Riley, ce n'est pas juste une affaire. C'est l'histoire de la façon dont un être humain peut, étape par étape, se construire un piège de mensonges, puis y tomber lui-même. Il y aura un procès, des procureurs, des jurés, mais le véritable dénouement a déjà eu lieu ici, dans cette pièce, sous la lumière d'une seule lampe, là où le mensonge a pris fin et où la vérité a commencé. Après les aveux de Laurent, les enquêteurs passent à l'étape suivante, la reconstitution des faits. Dans le bureau de police, des photos sont disposées, ainsi que des plans des pièces, des relevés d'appel, les horaires de travail de Laurent, et même les reçus de la pharmacie et du supermarché. Chaque détail devient désormais une pièce du puzzle. Le détective Riley étudie attentivement la chronologie des événements. Tout ce qui semblait auparavant n'être qu'un amas de faits incohérents forme maintenant une chaîne d'actions logiques et froides. Selon l'enquête, tout a commencé le vendredi soir. Ce jour-là, Brian était rentré à la maison plus tôt que d'habitude. Il avait l'air fatigué, mais, comme l'a indiqué Laurent, il ne se doutait de rien. Une tension régnait dans leur maison depuis plusieurs semaines. Des conversations rares, des regards fuyants, des soirées passées dans des pièces différentes. Pourtant, ce soir-là, elle lui a proposé de prendre un verre, juste pour s'asseoir, comme avant. Sur le comptoir de la cuisine se trouvait une bouteille de whisky ouverte, sa marque préférée. Dans un petit bol, du citron, de la glace et une pincée de sucre. Tout semblait naturel, familier. Selon ses dires, elle a discrètement ajouté le somnifère écrasé dans l'un des verres. Le médicament était puissant, quelques milligrammes suffisaient à provoquer un sommeil profond. Elle avait tout calculé à l'avance. Ses connaissances médicales et ses gardes à l'hôpital l'aidaient à comprendre le dosage mieux que n'importe quel pharmacien. Lorsque Brian a pris le verre et a bu la première gorgée, rien n'a changé. Ils ont continué à parler un moment, discutant de banalités. Lorraine s'efforçait de rester calme, comme si de rien n'était. Une demi-heure plus tard, il a commencé à se sentir somnolent. Il a décidé de s'allonger sur le canapé du salon, disant qu'il était trop fatigué. Lorraine attendait. Le temps, selon elle, s'est étiré. Elle était assise en face, observant la respiration de son mari devenir de plus en plus profonde, le regardant sombrer peu à peu. Lorsqu'elle a été certaine que le médicament avait fait effet, elle s'est approchée. Elle a décrit ses actions suivantes de manière presque mécanique, sans émotion, comme quelqu'un qui avait rejoué cette scène dans sa tête depuis longtemps. Le rapport des détectives indique qu'elle a utilisé un coussin pour que tout ressemble à un accident. Pas de cris,
Pas de bruit, juste le silence. Les voisins n'ont rien entendu et cette coïncidence lui a été salutaire au début. Tout s'est passé calmement, rapidement et de manière prévisible. Ensuite a commencé l'étape que les enquêteurs ont qualifiée de la plus effroyable par son sang-froid. Lorraine n'a pas paniqué, n'a pas tenté de s'enfuir. Elle a agi avec calcul. D'abord, elle a nettoyé les traces sur le canapé, puis a apporté une couverture, a enveloppé son mari et l'a laissé dans la pièce. Elle a passé le reste de la nuit dans la cuisine, assise dans le noir. Le matin, au lever du soleil, elle savait déjà quoi faire. Les heures qui ont suivi ont été cruciales pour comprendre son état d'esprit. Elle a appelé son travail, a pris un jour de congé en prétextant la fatigue. Puis, vers midi, elle s'est changée et s'est dirigée vers le garage. Là, selon ses dires, elle a passé presque toute la journée. C'est là que les experts ont plus tard trouvé des traces de luminol. Elle a déplacé son mari elle-même, lentement, pas à pas, en utilisant un drap pour ne pas laisser de traces. Là, elle a allumé la radio pour couvrir les bruits. Les experts ont établi plus tard qu'il s'agissait d'un vieux poste trouvé sur une étagère. Il a fonctionné toute la journée, créant un fond sonore. Ce qui s'est passé dans le garage, Lorraine l'a décrit sans émotion, presque sèchement, comme si elle racontait le travail de quelqu'un d'autre. Elle a dit qu'elle ne savait pas quoi faire et a décidé de faire en sorte que personne ne le trouve. Ce n'était pas une décision prise dans la panique, mais la logique séquentielle d'une personne piégée dans son propre plan. Pour dissimuler les traces, elle a utilisé des couteaux de cuisine et une petite scie de jardin. Tout cela a été retrouvé plus tard par les experts, soigneusement lavé, mais avec des microparticules qui ont pu être reconstituées grâce à une analyse spectrale. Elle prévoyait de se débarrasser des preuves progressivement, jeter certaines choses dans une benne à ordures, en cacher d'autres. Mais son plan s'est arrêté là. Elle n'a pas pu aller jusqu'au bout, car l'enquête a commencé. L'interview télévisée, les recherches des volontaires, l'attention des médias, tout cela a été une surprise pour elle et a intensifié sa peur d'être démasquée. Comprenant qu'elle ne pouvait plus se débarrasser des preuves, elle a simplement scellé le congélateur et l'a débranché, espérant que la police n'irait jamais jusqu'au sous-sol. C'était sa dernière action, après laquelle elle a essayé de vivre comme avant. Elle allait au travail, voyait ses collègues, allait même à l'église le dimanche. Les enquêteurs ont plus tard qualifié ce comportement d'exemple parfait de double vie. Pendant plusieurs semaines, elle a gardé son assurance, jusqu'à ce que l'enquête trouve la première preuve sérieuse, la marque de la bague. C'est ce détail qui a fait s'effondrer toute la façade derrière laquelle elle se cachait. Une fois la reconstitution terminée, Riley a noté « Dans toute cette affaire, ce qui est le plus frappant n'est pas le crime lui-même, mais la minutie avec laquelle il a été planifié. Ce n'était pas une explosion de rage, ni un accident, mais une suite froide d'étapes, réfléchies à l'avance. Après cette reconstitution, l'affaire est définitivement passée sur le plan juridique. Il ne restait plus qu'à la porter devant un tribunal, où un juge et des jurés entendraient l'histoire, non plus de la bouche des enquêteurs, mais de celle de Lorraine elle-même. Et c'est là, dans la salle d'audience, que la vérité prendrait tout son poids officiel. Le procès de Lorraine MacDonald a débuté 6 mois après son arrestation. Pendant ce temps, les enquêteurs avaient préparé un volume colossal de documents, d'expertise, de transcriptions d'interrogatoires, de résultats d'analyse chimique et de photographies de la scène de crime. Tout cela était maintenant exposé devant les jurés, soigneusement empilé sur les longues tables en chêne de la salle d'audience du tribunal de comté. L'atmosphère était lourde, tendue. Tous ceux qui étaient présents comprenaient que ce n'était pas un simple procès, mais l'aboutissement d'une histoire qui avait secoué tout le comté. Lorraine a été amenée sous escorte.
Elle portait une simple robe bleu foncé sans bijoux, les cheveux soigneusement attachés. À première vue, une femme d'âge moyen ordinaire. Aucune émotion, ni remords, ni colère. Elle était assise, le regard baissé, comme si elle ne voyait pas ce qui se passait autour d'elle. Depuis ses aveux, elle n'avait plus tenté de se justifier. Toutes ses paroles avaient déjà été enregistrées, et c'est cet enregistrement qui est devenu la pièce maîtresse de l'affaire. Le procureur a commencé par un discours bref mais percutant. Il n'a pas haussé la voix, n'a pas eu recours à des phrases spectaculaires. Il a simplement énuméré les faits, étape par étape, froidement et précisément. L'achat illégal d'un médicament puissant, l'utilisation de l'ordonnance d'une patiente décédée, puis les appels téléphoniques à son amant, passés la nuit de la disparition de Brian. Ensuite, les traces de sang trouvées dans le garage, les résultats d'expertise confirmant la correspondance ADN. Et enfin, les images des caméras de surveillance où l'on voit Lorraine acheter ce même médicament. Et, pour finir, les aveux qu'elle a faits personnellement lors de son interrogatoire. Les jurés écoutaient attentivement. Leur visage n'exprimait pas l'horreur comme on aurait pu s'y attendre. C'était plutôt de la confusion. Beaucoup ne pouvaient pas croire que la personne assise devant eux avait froidement détruit la vie de son propre mari, puis joué pendant des semaines le rôle de l'épouse éplorée devant les caméras. La défense a tenté de plaider l'état psychologique de Lorraine. L'avocat a parlé de pression, de fatigue chronique, d'épuisement émotionnel, mentionnant des problèmes dans le couple et une possible dépendance aux somnifères. Il a affirmé que le crime n'était pas prémédité, qu'il s'agissait d'un acte impulsif sur fond de crise prolongée. Mais tous ces arguments se sont heurtés aux faits. L'achat du médicament 2 semaines avant les événements, la préparation, le nettoyage des traces, la fausse déclaration de disparition. Tout cela prouvait le contraire, une planification et un calcul. À un moment donné, le procureur a diffusé l'enregistrement de l'interrogatoire. La voix de Lorraine, égale, calme, sans émotion, a retenti dans la salle. Elle décrivait chaque action comme un processus banal. Ces quelques minutes ont été un tournant. Un silence absolu s'est fait dans la salle. Même le juge ne prenait pas de notes. Lorsque l'enregistrement s'est terminé, personne n'a dit un mot. Cet aveu s'est avéré plus puissant que n'importe quel argument. Ensuite, les experts ont témoigné. Le toxicologue a confirmé que la combinaison du somnifère et de l'alcool entraînait une perte de conscience garantie en 20 minutes. Le médecin légiste a décrit la séquence des actions établie grâce à l'analyse des preuves. Le psychologue, qui avait travaillé avec Lorraine après son arrestation, a noté qu'elle n'éprouvait aucun sentiment de culpabilité, mais seulement le regret d'avoir été attrapée. Ces mots ont achevé de forger l'image d'une personne froide et calculatrice. Après plusieurs jours d'audience, le juge a donné la parole aux jurés. Ils devaient examiner les documents, délibérer et rendre leur décision. Cela a pris près de 6 heures. Pendant tout ce temps, Lorraine est restée immobile. Pas de larmes, pas de tentative de parler à son avocat, comme si elle attendait l'inévitable. Lorsque les jurés sont revenus, la salle s'est levée. Le chef du jury a lu le verdict. Coupable de meurtre au 1er degré. Pas d'exclamation, pas de soulagement, juste le silence. Le juge a remercié les jurés et est passé à la sentence. Il l'a lu calmement, sans emphase. Réclusion à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle. Lorraine a écouté sans lever la tête. Après les mots du juge, elle a été escortée hors de la salle. Elle n'a pas résisté, ne s'est pas retournée. À la sortie, les journalistes ont tenté d'attraper son regard, mais elle est passée sans les voir, comme si tout cela n'avait plus de sens. Après le verdict, l'affaire McDonald a été officiellement classée.
Le rapport des enquêteurs indiquait que le mobile était le désir de conserver la maison et l'argent tout en se débarrassant de son mari. Une décision froide, rationnelle, qui n'était motivée ni par l'affect ni par la passion, seulement par le calcul. Le détective Riley, qui assistait au procès, dira plus tard dans une interview « C'est l'une de ces affaires où l'on ne ressent pas de victoire, seulement du vide. Parce que derrière la vérité, il reste toujours une vie détruite, et pas qu'une seule. » Par après ce moment, le nom de Lauren MacDonald a cessé d'être une simple ligne dans un dossier. Il est devenu le symbole de la trahison froide et de la dualité humaine, de ce que le mal n'a pas toujours un visage effrayant. Parfois, il est silencieux, réservé, et vit sous le même toit pendant des années avant de montrer son vrai visage. Après le procès, la ville semblait s'être apaisée. On aurait dit que même le rythme habituel des rues avait changé, comme si l'atmosphère elle-même était différente. Le quartier où se trouvait la maison des MacDonald n'était plus cet endroit calme et sûr que les gens connaissaient. Les gens évitaient désormais cette maison, même en promenant leurs chiens. Les fenêtres étaient barricadées, la cour était envahie par les mauvaises herbes, et quelqu'un s'arrêtait toujours devant le portail, juste pour jeter un œil, comme pour se convaincre une fois de plus que tout cela était bien réel. Lauren a été envoyée purger sa peine à la prison pour femmes de l'État. Depuis, elle n'a accordé aucune interview, n'a pas tenté de s'expliquer ou de se justifier. Son nom a disparu des nouvelles, mais pas de la mémoire de la ville. Son dossier apparaîtra encore pendant de nombreuses années devant la Commission des libérations conditionnelles. Mais la décision du tribunal exclut toute possibilité de sortie. Elle y restera pour toujours. Son ancien collègue, l'homme avec qui elle avait une liaison, a changé de nom et a déménagé dans un autre État peu après le verdict. Au début, il a essayé de tenir bon, de continuer à travailler, mais l'attention des médias et les rappels constants de l'affaire ne lui ont laissé aucune chance. Sa photo était publiée dans les journaux. Des journalistes campaient devant son immeuble. Les voisins chuchotaient dans son dos. Il a simplement disparu, et personne n'a plus jamais entendu parler de lui. Les voisins, qui peu de temps auparavant qualifiaient les MacDonalds de couple exemplaire, se souviennent maintenant de cette époque avec réticence. Dans des interviews aux médias locaux, ils répétaient les mêmes mots. Ils ont toujours semblé normaux, ils disaient toujours bonjour, souriaient. Personne n'aurait pu penser que quelque chose d'horrible se passait là-bas. Cette phrase a été si souvent répétée qu'elle est devenue presque le symbole de toute l'histoire. Un rappel que derrière les portes closes, tout peut arriver. Les psychologues ont plus tard qualifié ce cas d'exemple classique de double vie. À l'extérieur, une famille parfaite, un mariage heureux, la stabilité. À l'intérieur, le froid, le mensonge, une tension constante qui un jour débouchait sur l'irréparable. Les chercheurs ont dit que c'était là le côté effrayant de telles histoires. Le mal ne crie pas, ne saute pas aux yeux. Il est silencieux, poli, souriant. Il peut vivre à vos côtés pendant des années, jusqu'au jour où il montre son vrai visage. Après le verdict, l'affaire MacDonald est entrée dans les programmes de formation des détectives. Elle est étudiée comme un exemple de l'importance de prêter attention aux détails, les plus infimes, ceux qui semblent insignifiants. La marque de la bague, une goutte de luminol, une incohérence dans l'heure d'un appel. Chacun de ces petits détails est, en substance, devenu le fil qui a permis de tout démêler. Le détective Riley, qui a mené l'enquête jusqu'au bout, a donné une courte interview après le procès. Il n'a pas utilisé de grandes phrases, n'a pas montré d'émotion. Il a simplement dit « Tout mensonge finit par se fissurer ». Parfois, à cause d'une énorme erreur de calcul, et parfois à cause d'un détail si infime qu'on en est soi-même surpris.
mais la fissure apparaît toujours. Ces mots ont ensuite été repris par les journaux locaux et les réseaux sociaux, devenant une sorte d'épilogue à l'affaire. Les habitants de la ville se sont longtemps souvenus des McDonald's en passant devant leur ancienne maison. Pour certains, c'était simplement un rappel que personne ne sait ce qui se passe derrière les murs des autres. Pour d'autres, c'était presque une parabole sur l'impossibilité de construire une vie sur le mensonge, aussi bien pensé soit-il. Après cette affaire, la police du comté a revu de nombreuses approches dans les enquêtes sur les crimes familiaux. Un nouveau concept est apparu dans les rapports, le silence comportemental, lorsqu'une personne est calme en apparence, mais que son comportement a changé de manière à peine perceptible. De telles observations sont désormais consignées séparément, car elles étaient souvent négligées auparavant. Plusieurs années ont passé, mais cette affaire est encore mentionnée dans les conversations. La ville a changé, elle est devenue plus méfiante, plus attentive. Les gens ont commencé à regarder différemment ce qui se passait autour d'eux. D'une certaine manière, c'est là la trace qu'a laissée Brian. Son histoire est devenue un avertissement pour les autres. Riley a dit un jour que dans les enquêtes, il n'y a pas de victoires absolues, il y a seulement la vérité rétablie. Mais la vérité ne guérit pas, elle remet simplement les choses à leur place. Il en a été de même ici. La justice a triomphé, mais la ville n'est plus la même. La confiance, une fois perdue, ne revient pas. Elle reste dans le passé, tout comme cette maison où tout a commencé, dressée dans une rue calme, sombre, abandonnée, comme la gardienne d'un secret d'autrui qui a finalement été arraché au grand jour.